Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le roi du Maroc est arrivé en début de soirée dans la capitale sénégalaise, accueilli par le président Macky Sall. Sa Majesté Mohamed VI entame ainsi une visite de travail et d'amitié qui s'inscrit dans la longue tradition des relations entre Rabat et Dakar. Un déplacement qui intervient dans un contexte où le Maroc célèbre ce 6 novembre la marche verte qui a été lancée par le roi Hassan II. Le roi Mohamed VI va donc prononcer le discours commémorant cet événement, une première dans un pays étranger. Et puis notre focus en prélude au concours d'agrégation du CAMES dont le coup d'envoi est prévu demain à l'UCAD. On s'intéresse au mode de fonctionnement de ce prestigieux concours, mais aussi à la préparation des candidats sénégalais qui ambitionnent d'obtenir de bons résultats. Dans notre série, on s'intéresse aujourd'hui à la santé militaire. Un volet important est consacré au secteur. L'armée se distingue dans la prise en charge des blessés de guerre, mais aussi des malades civils. Des opérations qu'elle mène avec succès, car ayant une bonne formation à l'école de santé militaire, focus sur ce creuset d'excellence dans cette édition. Et puis la rubrique découverte nous conduit ce soir à Seddo Sebbe, un village Wolof au cœur du Fouta. Dans cette localité vieille de 5 siècles, beaucoup d'infrastructures de base sont réalisées par les habitants du village. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, est arrivé en début de soirée dans la capitale sénégalaise pour une visite d'amitié et de travail. À son arrivée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le roi Mohamed VI a été accueilli par le président de la République Macky Sall. Les honneurs militaires lui ont été rendus. À l'accueil à plusieurs personnalités civiles et militaires. Je rappelle que le roi Mohamed VI a plusieurs activités à mener au cours de sa visite d'amitié et de travail dans la capitale sénégalaise. Dans le cadre donc de cette visite d'amitié et de travail de Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, le président Macky Sall a accordé une interview à la télévision marocaine, la deuxième, que nous allons vous proposer au cours de ce journal. Je vous propose donc le président Macky Sall. Tout le plaisir que le Sénégal a à recevoir dimanche 6 novembre Sa Majesté Mohamed VI dans le cadre de sa visite africaine. Et le symbolisme de la date, c'est que Sa Majesté a voulu, au cours de son séjour à Dakar, prononcer son discours historique pour un événement historique, la Marche verte, et pour la première fois en dehors du territoire marocain. Il a tenu à le faire à Dakar. Je considère que c'est une marque d'amitié, une marque de confiance faite au peuple sénégalais. Et je voudrais, au nom du peuple sénégalais, lui exprimer toute notre gratitude, mais aussi lui dire toute l'estime que le peuple sénégalais, moi-même et le gouvernement sénégalais ont envers Sa Majesté le roi Mohamed VI, envers le peuple ami du Maroc. Vous savez, le seul fait d'avoir choisi un pays autre que le Maroc, un pays africain, aujourd'hui c'est le Sénégal, pour y prononcer un discours historique, traditionnel, je pense est symbolique de la nature de la relation, mais aussi montre le choix de Sa Majesté de parler à l'Afrique et aux Africains. Donc certainement c'est un discours aussi qui sera écouté et qui sera entendu. En tout cas, c'est mon souhait. J'espère qu'il en sera ainsi. D'abord, je la ressens comme une expression de grande amitié. Je ne trouve pas les mots en vérité qui conviennent pour caractériser cette forme d'amitié et d'amour pour notre pays.
Évidemment, je considère aussi par ailleurs que Sa Majesté le roi Mohamed VI est très lié au continent africain, ce qui est une bonne chose puisqu'il est aussi africain. Le Maroc est dans l'Afrique, mais le fait que son souverain soit si régulièrement dans les savanes africaines, dans les forêts africaines, dans les contrées, les villes et les campagnes africaines, je pense, est une marque d'un choix qu'il me plaît de souligner. Je ne voudrais pas qualifier Sa Majesté du roi africain, mais il est clair qu'il a une vision de l'Afrique et de ce que doit être l'Afrique de demain. Il a une ambition aussi pour le continent. Les propos ne suffisent pas naturellement pour justifier et expliquer pourquoi, pendant son règne déjà, il est à son 8e voyage au Sénégal et parfois des voyages exceptionnels. Je me rappelle le dernier qu'il a effectué au Sénégal, il y a encore un an et demi, et il est resté 9 jours. Donc on n'est plus dans le cadre des relations traditionnelles et diplomatiques. C'est des relations d'amitié spéciales qui corroborent justement cette relation bien particulière. Voilà, nous reviendrons sur les temps forts de l'accueil du roi Mohamed VI cet après-midi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. En attendant, intéressons-nous aux préparatifs de la journée des forces armées prévue ce jeudi 10 novembre. Pour coller au thème la protection de l'environnement, l'armée nationale s'est engagée dans une vaste campagne de reboisement à la base militaire de Ouakam et au centre d'entraînement national de Mont-Roland dans la région de Thiès. 5000 arbres ont été plantés par 2000 militaires mobilisés aux côtés des agents des eaux et forêts, nous dit Louis-Philippe Sagna. La nécessité de régénérer les terrains de manœuvre a poussé l'armée de terre à s'engager dans un programme ambitieux de reboisement. Après Kolda, Mont-Roland, dans la région de Thiès, a accueilli près de 2000 militaires en compagnie d'agents des eaux et forêts. Au total, 5000 arbres ont été plantés. Cette année, on a insisté et mis l'effort sur les cantonnements et les sites d'entraînement qui d'habitude sont dégradés par les activités d'entraînement. Donc il était normal que les armées prennent l'initiative pour essayer de régénérer en fait les forêts, aujourd'hui notamment la forêt classée de Pout, et permettre de contribuer à la protection de l'environnement. Cette prise de conscience est bien perçue par les frères d'armes qui s'activent au quotidien dans la préservation de l'environnement. Nous sommes à l'heure aujourd'hui des changements climatiques. Et justement, ce gaz, ce CO2 qui est à l'origine en grande partie au changement climatique, ce gaz est consommé par les forêts. Donc l'armée nationale, en préservant, en protégeant nos forêts en Casamance, l'armée nationale, en reboisant nos forêts ici à Thiès, est en train de jouer sa partition dans cette lutte contre les changements climatiques. Dans la même veine, l'armée de l'air s'est dotée d'un jardin botanique. Le slogan « Un aviateur, un arbre » a été concrétisé. L'aviateur fait partie aussi des plus grands pollueurs dans la mesure où les avions donc dégagent du monoxyde de carbone qui donc détruit l'environnement, surtout la couche d'ozone. Donc c'est une excellente idée de pouvoir donc planter des arbres pour lutter contre donc ce réchauffement climatique. Maintenir la pollution en deçà de 2 degrés, c'est le vœu le plus cher. Ici, tous veulent respirer de l'air pur. C'est parti pour un jardin botanique bien fourni. L'armée de l'air compte se donner à fond dans cette lutte contre le réchauffement climatique. La loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Propos du garde des Sceaux, ministre de la Justice, suite au cas de meurtre noté ces derniers jours. Invité de l'émission Point de vue, Maître Sidiki Kaba soutient que l'État ne faiblira pas donc dans sa volonté d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Voici le ministre de la Justice.
Il faudrait se rassurer. On peut pour ça et là, selon des moments, voir monter une certaine insécurité. Mais elle est cernée. Ce qui est important dans un État, lorsque des citoyens s'adonnent alors à violer la loi et à s'en prendre à l'intégrité physique de leurs concitoyens, que nul n'en ignore que la loi va s'appliquer. C'est-à-dire que ceux qui sont les présumés responsables de ces crimes et délits répondront devant la justice. C'est cette affirmation que je voudrais faire et que sur ce plan-là, l'État ne faiblira pas dans sa volonté de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent avoir la sécurité, la tranquillité, la protection nécessaire qui leur permet de pouvoir vaquer à leurs affaires. Le coup d'envoi du concours d'agrégation de médecine 2016 sera donné demain lundi à l'UCAD. Une semaine d'épreuves non-stop pour les candidats. Comment va se dérouler ce prestigieux concours du CAMES? Quelle est la composition du jury et combien de candidats seront-ils? Élément de réponse avec Kumba Diakhatemar. Au total, 201 candidats au concours d'agrégation de médecine 2016. Ils voudront tous obtenir ce grade qui consacre toute une carrière et cela passe forcément par une longue et rude préparation. On le prépare depuis pratiquement notre passage au concours d'internat. C'est très éprouvant aussi bien sur le plan scientifique, sur le plan donc mental, sur le plan psychologique, car on est préparé d'abord ce qu'on appelle dans nos écuries, c'est-à-dire nos différents services. Ensuite, il y a la cellule pédagogique, le CEPAM du professeur Maïssa Touré, qui reprend cette préparation de manière vraiment spécifique en dehors de ce qui se fait dans les écuries au niveau de la faculté. Dès le coup d'envoi du concours, les candidats sont soumis à un régime encore plus intense. Ils sont carrément en regroupement fermé. Nous avons des encadreurs. Nous sommes en regroupement comme une équipe nationale. On est isolé de nos familles et de tout, en regroupement avec des encadreurs jusqu'à la fin du concours. Le concours en tant que tel comporte 3 épreuves toutes éliminatoires. La première, purement scientifique, est à huis clos. La deuxième est une épreuve de leçon sur le programme de spécialité du candidat. Mais il faudra réussir ces 2 étapes pour en arriver à l'épreuve pratique. L'épreuve pratique se déroule soit dans les laboratoires pour les gens qui font les sciences fondamentales ou la pharmacie, soit dans les hôpitaux pour les candidats qui font la médecine et les spécialités médicales. Les hôpitaux essentiellement qui sont retenus, ce sont l'hôpital Aristide Le Dantec, où il y a le plus grand nombre. Ensuite, il y a l'hôpital de Fann, l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il y a également l'hôpital Abbas Ndao et Ogui, l'hôpital de Grand Yoff. Le candidat est mis devant un malade qu'il ne connaît pas, qui est nouveau pour lui et qu'il devra interroger, examiner et asseoir son diagnostic rédigé et présenter les conclusions de son travail devant un jury pendant un temps également variable, pouvant aller de 15 à 30 minutes. Les candidats vont faire face à un jury de 168 personnes. Tous les pays membres du CAMES sont représentés. Il y a donc des membres du jury qui viennent de tous les pays membres du CAMES, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Europe et même d'Amérique. Il nous arrive souvent d'avoir des membres du jury qui viennent du Canada pour avoir un œil extérieur et donc crédibiliser davantage les résultats du concours. Une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 est exigée aux candidats pour qu'ils soient déclarés dignes de porter le titre d'agrégé de médecine. Pour rappel, l'UCAD a une longue tradition d'encadrement des candidats au concours du CAMES. Plus de 80% se préparent à Dakar. Cette année encore, le Sénégal compte obtenir de bons résultats, comme lors du dernier concours. Les précisions de Seydina Alunfal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar prépare depuis des années des candidats au concours d'agrégation du CAMES. C'est une tradition. Un programme de préparation existe à l'UCAD pour encadrer les candidats. Ce programme est organisé et géré par un service central qui s'appelle le service de pédagogie audiovisuelle et multimédia, qui consiste à former tous les enseignants que nous recrutons. Plus de 80% des candidats venant de toutes les universités africaines séjournent à Dakar pour préparer le concours à l'UCAD. Le taux de réussite des candidats qui sont encadrés au centre de Dakar varie entre 90 et 95%. Il est rare que des candidats ayant passé à Dakar et ayant été préparés à Dakar échouent au concours. J'en veux pour preuve les candidats de Dakar qui tiennent toujours le haut du pavé des résultats du concours.
Je vous rappelle simplement qu'au dernier concours, sur 35 candidats que nous avons présentés, nous avons eu 34 reçus. Et 34 bien reçus, parmi lesquels il y avait au minimum une dizaine de majors de leur jury. Nous avons des collègues de la faculté qui sont mobilisés depuis des mois pour bien préparer nos candidats et nous avons très sérieusement confiance et nous espérons pouvoir accomplir l'exploit de la dernière fois d'avoir 34 candidats admis sur 35. Nous espérons pouvoir faire mieux, c'est-à-dire 100%. Des séances de préparation sont organisées à l'UCAD. Pendant 4 mois, les candidats au concours d'agrégation en médecine du CAMES sont pris en charge au niveau de la faculté de médecine pour leur préparation aux épreuves du concours. Et nous ouvrons notre série avec l'école de santé militaire qui est un creuset d'excellence en matière de formation de médecins. Il faut réussir un concours difficile pour accéder à l'école après un baccalauréat dans les séries scientifiques. Les médecins aspirants se disent même prêts à aller au front si nécessaire. C'est un reportage de Ndeye Aïdadia. La médecine militaire, un rêve d'enfant qui devrait se concrétiser pour Célie Badian. Le fait qu'on aime faire ça, c'est déjà quelque chose. La formation militaire n'est pas facile du tout. Déjà pour les garçons, c'est assez compliqué. Donc pour nous, on doit penser que ce n'est pas aussi évident. Mais quand on aime ce qu'on fait et quand on est sur le terrain aussi, on n'est pas seul. Nous ne sommes pas les seules femmes à intégrer l'armée sénégalaise, l'armée de façon générale. Et quand nous sommes entrés, c'est vrai que cette pensée-là, elle est toujours là avec nos mères, nos parents et tout. Mais je pense que le plus important se trouve dans nos cœurs. On aime ce qu'on fait et donc ça réduit beaucoup de choses. Céliba revient d'un séjour chez les parachutistes. Cette formation militaire est une condition ici à l'école. Ce jour coïncide d'ailleurs avec la cérémonie d'intégration de ces jeunes aspirants à la médecine militaire qui reviennent de Bango. Lorsque les militaires quittent le Bango, ils viennent ici à l'école pour subir une formation. Cette formation permet à ces élèves de mieux s'intégrer dans l'école. Moi, j'étais désigné comme directeur chargé donc de la formation de cette promotion. À côté de la formation militaire, les enseignements se déroulent à la faculté de médecine. Nos élèves, ils prennent les cours à la faculté de médecine de Dakar. Ils font les mêmes examens que les étudiants de la faculté de médecine pour pouvoir décrocher le doctorat d'État en médecine, reconnu par l'État du Sénégal. Mais en plus de ça, ils sont pris en charge dans l'école. Ils ont leur bibliothèque, ils ont des enseignements dans l'école. S'ils ont des difficultés dans une discipline, soit nous appelons leurs anciens qui sont universitaires pour qu'ils leur donnent un coup de main, ou bien nous faisons appel à un enseignant civil qui vient assurer ces cours de renforcement à l'intérieur de l'école. C'est donc des pharmaciens, des médecins qui sont formés ici à l'école militaire de santé avec la perspective d'accompagner les militaires au front en cas de nécessité pour leur suivi sanitaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de nombreux stages. Il ne s'agit pas seulement d'aller à Bango et revenir. On suit également les autres stages. On va faire un séjour chez les parachutistes, chez les commandos. Nous, on y revient. Et tout ça, c'est pour pouvoir suivre les troupes lorsqu'un jour on doit partir au front et tout. Bien sûr qu'on y est préparé. Le concours pour accéder à l'école de santé militaire est très sélectif. Parmi des milliers de candidats, seuls quelques trentaines sont retenus pour faire 7 ou 6 ans avant de devenir pharmacien ou médecin militaire, un métier qui a ses exigences. Déjà, ce qui fait aussi la spécificité de l'armée, c'est la prise en charge des blessés de guerre. Vous l'aurez compris que nous parlons toujours de la santé militaire. Comment se passe la prise en charge des malades et blessés de guerre? Qu'en est-il du suivi psychologique et social de ces blessés? On fait le point avec Louise Bizarre. La médecine militaire envoie systématiquement à la guerre. En clair, c'est une médecine appliquée aux armées. Tout le monde sait que la spécificité des armées, c'est la guerre. Qui parle de guerre, parle de blessures et de morts. En fait, c'est pourquoi les armées ont été dotées d'un service médical spécifique.
Ces services, au-delà des acquisitions académiques médicales, rajoutent des capacités particulières pour pouvoir travailler en situation de stress, autrement dit en situation difficile. C'est une médecine préventive, curative et promotionnelle. Préventive parce que, en fait, c'est une communauté particulière qu'il faut toujours maintenir en situation opérationnelle, en situation de pouvoir intervenir. Donc, il faut veiller à ce que les troupes et les personnels qui doivent intervenir en cas de crise, que ces troupes soient en bonne santé. Si un militaire tombe au champ de bataille, on doit le rétablir rapidement pour que les effectifs soient maintenus et que l'armée soit toujours opérationnelle. Et c'est ce qui en fait, en général, une médecine de catastrophe. Parce que chaque fois qu'il y a un problème quelque part, on sollicite des militaires pour venir en appui aux civils. Et souvent, c'est des situations de sinistres. Et il faut pouvoir faire face. Et partout où va le militaire, le médecin ou en tout cas le personnel de santé l'accompagne. En termes plus clairs, c'est une médecine qui s'intéresse aux blessures graves dans des situations d'exception. C'est-à-dire sur la ligne de front, ou le plus proche possible de la ligne de front, on met les services de santé. Pour que dès qu'il y ait un blessé, qu'il puisse accéder à des soins. Déjà, on prépare le combattant, qui est le futur blessé, à pouvoir se prendre en charge lui-même. Et on apprend à ses camarades à pouvoir aider un camarade qui est blessé. On leur enseigne le sauvetage au combat de niveau 1. On les dote d'une trousse de secours individuelle, dans laquelle trousse il y a les éléments nécessaires pour pouvoir faire face au premier secours, c'est-à-dire arrêter une artère qui saigne, arrêter une hémorragie, faire un pansement compressif, mettre un antalgique, c'est-à-dire quelque chose qui permette de supporter la douleur, etc. Quand il s'agit d'une opération qui génère des blessures de guerre, l'armée développe le concept qu'on appelle la médicalisation et la chirurgicalisation de l'avant. Juste derrière le médecin d'unité, il y a ce qu'on appelle l'antenne chirurgicale avancée. L'antenne chirurgicale avancée, c'est là où le blessé rencontre pour la première fois le couple réanimateur-chirurgien, avec leur équipe, avec leurs moyens de réanimation et de chirurgie, des moyens vraiment sobres et sommaires, pour faire ce qu'on appelle en fait le damage control chirurgical ou de réanimation. Aussitôt après la relève, il y a le poste médical. À ce niveau, le blessé entre en contact avec le médecin. Ce dernier complète les soins qui ont été donnés sur le terrain. Il évalue le blessé, élément important de la prise en charge. On stabilise les blessés pour dépasser le cadre de l'urgence. Une fois le blessé stabilisé, en fait, on l'évacue à l'arrière, où maintenant il va soit par la route, soit par la mer. Bon, dans le temps, ça se faisait par le train, mais aujourd'hui, on utilise surtout la voie aérienne. Il s'agit en fait de préserver le pronostic vital, c'est-à-dire de sauver l'individu. Et le service de santé est doté d'une unité qu'on appelle l'élément médical militaire d'intervention rapide, qui, en fait, par voie aérienne, nous permet de prendre les blessés, quelle que soit leur position, pour les ramener dans ce qu'on appelle des hôpitaux d'infrastructure, ici au Sénégal, qui sont et l'hôpital principal de Dakar et l'hôpital militaire de Ouakam, où le traitement définitif du blessé va être fait. Une fois le traitement définitif fait, le blessé est soutenu par un médecin psychiatre de l'hôpital principal de Dakar, le docteur Tabara Sylla. Depuis une dizaine d'années, le programme de soutien psychologique dans les armées assure le suivi des blessés de guerre. Tout cet ensemble aide le militaire dans sa convalescence, parce qu'en général, ce sont des blessures qui prennent du temps à guérir. À côté de la blessure physique, la jambe cassée, ou la jambe coupée, l'abdomen ouvert ou le thorax ouvert, il y a la blessure psychique qui est extrêmement importante et pour laquelle, en fait, souvent, pendant très longtemps, on est passé à côté. Aujourd'hui, on prend bien en compte cette blessure psychique. Parfois, vous voyez quelqu'un qui n'a eu physiquement aucune blessure, mais qui est traumatisé de l'esprit, qui est traumatisé parce qu'il a fait un traumatisme psychique.
Passé cette étape, commence la réinsertion en fonction des blessures que le sujet a eues. On le réadapte dans l'armée. S'il peut retourner au combat, il y retourne. S'il ne peut pas, on lui aménage une fonction qui va bien. Et chemin faisant, on lui ouvre ce qu'on appelle un dossier de pension qui se fait au niveau du centre spécial de réforme où en fait on évalue les droits à pension de l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a travaillé pour l'État du Sénégal, il a travaillé pour la nation, il a été blessé ou malade, il y a des séquelles de ces blessures, l'État lui promet et l'État met en œuvre tout ce qu'il est possible pour en tout cas prendre en charge les séquelles qui sont en rapport avec sa blessure ou bien sa maladie. Ça se fait au niveau du Centre spécial des réformes. D'autres organismes interviennent dans la réinsertion des blessés de guerre tels que la Fondation des invalides et mutilés militaires. L'Agence de réinsertion sociale des militaires joue aussi son rôle d'assistance dans la vie civile en leur créant des activités rémunératrices de revenus. La tutelle des forces armées accompagne également le service de santé des armées dans la prise en charge des blessés de guerre. Voilà pour la série santé de cette édition. Nous abordons d'autres aspects donc de ce secteur dans nos prochaines éditions. Sur l'international, quelques jours donc de la présidentielle américaine, les deux candidats toujours à la conquête des électeurs. Alors quelle est la particularité de cette élection? Quel est le mode de scrutin? Les juristes donnent leur avis dans ce reportage de Louise Bitza. L'élection présidentielle américaine va se dérouler dans le cadre d'un système électoral très complexe. C'est l'avis du professeur Makta Kamara, agrégé en droit, chef de département droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce qu'il faut savoir, c'est que les électrices et les électeurs américains vont se déplacer mardi prochain, le 8 novembre, non pas pour élire directement le président des États-Unis, mais pour choisir des grands électeurs. En réalité, c'est un système qui repose sur le suffrage universel indirect. C'est un système de suffrage universel indirect. Les électeurs vont choisir des grands électeurs. Ces grands électeurs sont préalablement choisis par les instances des partis politiques américains, notamment les deux grands partis, puisque c'est un système bipartisan, le parti démocrate et le parti républicain. Une fois que ces grands électeurs seront choisis, ils vont se réunir par la suite. Ce sera le premier lundi qui suivra le deuxième mercredi du mois de décembre. Ils vont se réunir dans le cadre de leurs États respectifs pour élire formellement le président des États-Unis. Une élection qui se déroule en deux phases. D'une part, les électeurs vont élire les grands électeurs et ces derniers en retour vont désigner le président américain. Alors en principe, le choix des grands électeurs ne va pas différer du choix des électeurs américains. C'est-à-dire que le vote des grands électeurs sera parfaitement conforme au vote populaire. En réalité, il existe 538 grands électeurs. Le chiffre 538 représente les 435 députés de la Chambre des représentants, auxquels s'ajoutent les 100 sénateurs américains et 3 grands ensembles pour le District of Columbia, autrement dit le Washington DC, désormais assimilé à un État depuis le 13e amendement de la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut remporter le vote populaire sans pour autant gagner l'élection proprement dite, c'est-à-dire sans pour autant être désigné président des États-Unis. C'est rare, mais ça peut arriver. En l'an 2000, par exemple, Al Gore avait remporté le vote populaire et pourtant il n'avait pas pu obtenir le chiffre magique de 270 grands électeurs parce qu'il faut obtenir 270 grands électeurs pour pouvoir être élu président des États-Unis. Ce sera donc un mode de scrutin majoritaire à un tour. Cependant, il est utile de rappeler que cette élection se déroule dans le cadre des États et c'est fondamental. Il faut savoir qu'il y a des États qui traditionnellement votent démocrate, d'autres États qui traditionnellement votent républicain. Donc il y a des États qui ne représentent pas un enjeu électoral pour les candidats. La Californie, par exemple. La Californie, 55 grands électeurs, c'est l'État le plus peuplé aux États-Unis, vote traditionnellement démocrate. Et cet État est aujourd'hui acquis à Hillary Clinton. Il n'y a aucune raison que ça puisse changer. Le Texas, 38 grands électeurs. Pour le Texas vote traditionnellement républicain. Il n'y a aucune raison que ça change. Et d'une manière générale,
Les États de la côte ouest et les États du nord-est des États-Unis votent traditionnellement démocrate. Les États du sud, les États de ce qu'on appelle le Midwest, les grandes plaines du Midwest, votent traditionnellement républicains. Le véritable enjeu ne se situe pas donc au niveau des États. Selon le professeur Camara, il se situe dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États clés. Les États qui ne sont pas estampillés traditionnellement démocrates ni républicains et qui vacillent, je dirais, en fonction des courants d'air électoraux d'une élection à l'autre. C'est-à-dire que tantôt, ces États vont voter pour le candidat républicain, tantôt pour le candidat démocrate. Et actuellement, les candidats concentrent tous leurs efforts dans ce qu'on appelle les swing states. Il y en a 10 à 12. L'Ohio, par exemple, 18 grands électeurs. La Pennsylvanie, 20 grands électeurs. Un État comme la Caroline du Nord, 15 grands électeurs. Le Nevada, qui compte, je pense, 6 grands électeurs. Le Colorado, 9 grands électeurs. C'est dans ces États-là que les candidats doivent mettre le paquet, parce que qui remporte le maximum des swing states a de très fortes chances d'être désigné 45e président des États-Unis. À 3 jours des élections, les choix se sont cristallisés et les pronostics vont bon train. Actuellement, Hillary Clinton, malgré l'affaire des emails dans laquelle elle est empêtrée du fait de la décision du directeur du FBI, c'est-à-dire la police fédérale américaine, de relancer l'enquête sur les emails de Madame Hillary Clinton, qui utilisait une boîte mail privée en lieu et place de la boîte mail ultra sécurisée du département d'État lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire secrétaire d'État. Malgré cet épisode, Hillary Clinton semble tenir la corde parce qu'elle semble, j'allais dire, avoir un avantage qui n'est peut-être pas forcément irréversible, mais qui de jour en jour semble être décisif au niveau des swing states. En attendant le jour J, les 2 candidats continuent de battre campagne à la conquête des cœurs. Sport football, Teungueth FC réussit son premier match de Ligue 1. Le club de Rufisque défait Linguère sur la marque de 3-1. Cela après avoir été mené au score. Résumé du match avec Seydina Alindjigo. Victoire historique de Teungueth FC. Le promu Rufisquois gagne son premier match dans l'élite en dominant la Linguère 3-1. L'équipe n'a jamais joué la Ligue 1, entamé la saison à une division supérieure et gagner ce match, je pense que ça fait beaucoup plaisir. Avant le plaisir, le dur apprentissage. Nous sommes à quelques secondes de la pause quand Moustapha Diop adresse une frappe lointaine. Le tir ne laisse aucune chance à Modou Diop. 1-0, 6 minutes après la mi-temps, Teungueth FC profite d'une erreur de l'adversaire. Jacques Okilaï fait une faute de main dans son dégagement. L'arbitre désigne le point de pénalty. Le capitaine rufisquois Aboubakrine Sall exécute la sentence. 1 partout, joie mesurée, celle du deuxième but du promu est beaucoup plus expressive. Pressing payant d'Ayuba qui remet la balle à Aboubakrine Sall. C'est un nouvel entrant qui est à la conclusion. Amadou 6 renverse la situation et exulte. Teungueth FC gagne en confiance et rend une meilleure copie. Le 3e but est une action d'école. Le jeu en triangle est parfaitement conclu par Aboubakrine Sall qui inscrit le premier doublé de la saison. Le score ne change pas. Victoire 3-1 de Teungueth FC, mais on ne tombe pas dans l'euphorie. Et quels sont les objectifs pour cette année? Le maintien. Le maintien. Le maintien. Le maintien. Teungueth FC entame bien son championnat en occupant d'entrée le haut du classement. Ce soir, nous allons à la découverte de Sedlo Sebi, un village wolof au cœur du Fouta. Dans cette localité vieille de 5 siècles, la solidarité a tout son sens. Les ressortissants du village ont réalisé toutes les infrastructures de base sur fonds propres. Notre reporter est allé à la rencontre des habitants de ce village qui gardent jalousement leur culture. C'est un reportage de Oumou Kalsoum Sall.
À CEDO-CB, ce sont des fils de la localité très fiers de porter le développement de leur terroir que nous rencontrons. Le lycée, le poste de santé, le château d'eau, entre autres réalisations de l'association des ressortissants du village qui compte un nombre important d'émigrés. Les ressortissants cotisent chaque mois au niveau d'Italie et de la France. Donc maintenant, leur cotisation sert à couvrir tous les besoins du village. Si nous regardons le village, tout a été presque à 80% réalisé par les ressortissants de CEDO-CB. Mosquées, dispensaires, écoles. Nous voulons aussi que l'État nous vienne en aide. Tout récemment, nous avons eu un problème d'infirmiers. Dieu merci, actuellement c'est résolu. Mais pendant 6 mois, c'est l'association qui paie l'infirmier chef de poste qui se trouve à CEDO-CB. Sur les enseignants aussi, il y a des salles de classe qui sont construits, mais il y a des problèmes d'enseignants. CEDO-CB, le plus grand des 8 villages Wolof de la région de Matam, est fondé vers le XVIIe siècle par des éleveurs venus du Jolof à la recherche d'une zone propice à leur activité. À l'origine, c'était parents, des oncles et des cousins ou des neveux qui ont quitté le Jolof pour venir ici. 7 personnes. Au début, c'était 7 personnes. Et au niveau de la tradition, les gens disaient que c'était des éleveurs. Mais avant tout, c'était déjà des tchaddos. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie de l'armée du Jolof. Donc ce sont les 7 là qui sont venus en premier s'installer. Ils ont passé une période ici. Quand ils sont allés, ils ont vu que le milieu était un milieu propice à la fois à la culture, à la fois à l'élevage. Et si bien qu'il y a certains parents qui étaient restés, qui sont venus les rejoindre. Dans le milieu plat, les CEDO-CEDO, comme on les appelle, ont réussi à conserver leur culture. Ici, le Wolof prime sur toutes les autres langues. Vous savez, les populations anciennes se méfient toujours des populations nouvellement installées. Et ce qui crée chez les populations qui sont nouvellement venues un sentiment de conservation. Si bien que si vous regardez les villages Wolof, il n'y a pas un village Wolof dans le Danemayo. Tous les villages Wolof sont dans le Djiri, mais suivant une certaine chaîne. Si bien que les mariages se faisaient entre eux, vous savez la langue, si vous voulez la perdre, il faut aller vous marier ou en tout cas donner un mariage dans une autre langue. Si bien qu'ils ont conservé la langue parce que tout simplement, il y a un instinct de conservation qui s'est créé. Jusque dans la préparation d'une mariée, les CEDO-CEDO ont leur particularité. On choisit toujours 7 dames qui n'ont jamais abandonné leur domicile conjugal pour qu'elles prient pour la marier. Ainsi, elle sera une bonne épouse qui restera toujours auprès de son mari. L'élevage et l'agriculture sont les principales activités des quelques 6 000 habitants de ce village de la commune de Nabadji-Siwol. C'est d'ailleurs avec des spéculations cultivées ici, à savoir le mil et le niébé, que ces femmes préparent le méri, un plat bien de ses œufs. Voilà, vous avez donc suivi cette rubrique découverte au cœur du foot. La rubrique revient donc dimanche prochain. Je rappelle cette information avant de refermer cette édition. Le roi du Maroc est donc arrivé à Dakar pour une visite d'amitié et de travail. Une visite qui a finalement pris les allures d'une visite officielle. Demain, d'importants accords seront signés par les 2 parties pour renforcer davantage les liens historiques entre Rabat et Dakar. On vous fera vivre donc tous les temps forts de ce programme de la visite du roi Mohamed VI dans notre capitale. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS1. La nature de la relation, mais aussi montre le choix de Sa Majesté de parler à l'Afrique et aux Africains. Donc certainement c'est un discours aussi qui sera écouté et qui sera entendu. En tout cas, c'est mon souhait.
J'espère qu'il en sera ainsi. D'abord, je la ressens comme une expression de grande amitié. Je ne trouve pas les mots en vérité qui conviennent pour caractériser cette forme d'amitié et d'amour pour notre pays. Évidemment, je considère aussi par ailleurs que Sa Majesté le roi Mohamed VI est très lié au continent africain, ce qui est une bonne chose puisqu'il est aussi africain. Le Maroc est dans l'Afrique, mais le fait que son souverain soit si régulièrement dans les savanes africaines, dans les forêts africaines, dans les contrées, les villes et les campagnes africaines, je pense, est une marque d'un choix qu'il me plaît de souligner. Je ne voudrais pas qualifier Sa Majesté du roi africain, mais il est clair qu'il a une vision de l'Afrique et de ce que doit être l'Afrique de demain. Il a une ambition aussi pour le continent. Les propos ne suffisent pas naturellement pour justifier et expliquer pourquoi, pendant son règne déjà, il est à son 8e voyage au Sénégal et parfois des voyages exceptionnels. Je me rappelle le dernier qu'il a effectué au Sénégal, il y a encore un an et demi, et il est resté 9 jours. Donc on n'est plus dans le cadre des relations traditionnelles et diplomatiques. C'est des relations d'amitié spéciales qui corroborent justement cette relation bien particulière. Voilà, nous reviendrons sur les temps forts de l'accueil du roi Mohamed VI cet après-midi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. En attendant, intéressons-nous aux préparatifs de la journée des forces armées prévue à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le roi Mohamed VI a été accueilli par le président de la République, Macky Sall. Les honneurs militaires lui ont été rendus à l'accueil à plusieurs personnalités civiles et militaires. Je rappelle que le roi Mohamed VI a plusieurs activités à mener au cours de sa visite d'amitié et de travail dans la capitale sénégalaise. Dans le cadre donc de cette visite d'amitié et de travail de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, le président Macky Sall a accordé une interview à la télévision marocaine, la deuxième, que nous allons vous proposer au cours de ce journal. Je vous propose donc le président Macky Sall. Tout le plaisir que le Sénégal a à recevoir dimanche 6 novembre Sa Majesté Mohamed VI dans le cadre de sa visite africaine. Et le symbolisme de la date, c'est que Sa Majesté a voulu, au cours de son séjour à Dakar, prononcer son discours historique pour un événement historique, la Marche verte, et pour la première fois en dehors du territoire marocain. Il a tenu à le faire à Dakar. Je considère que c'est une marque d'amitié, une marque de confiance faite au peuple sénégalais. Et je voudrais, au nom du peuple sénégalais, lui exprimer toute notre gratitude, mais aussi lui dire toute l'estime que le peuple sénégalais, moi-même et le gouvernement sénégalais ont envers Sa Majesté le roi Mohamed VI, envers le peuple ami du Maroc. Vous savez, le seul fait d'avoir choisi un pays autre que le Maroc, un pays africain, aujourd'hui c'est le Sénégal, pour y prononcer un discours historique, traditionnel, je pense est symbolique. Ce jeudi 10 novembre, pour coller au thème la protection de l'environnement, l'armée nationale s'est engagée dans une vaste campagne de reboisement à la base militaire de Ouakam et au centre d'entraînement national de Mont-Roland dans la région de Thiès. 5000 arbres ont été plantés par 2000 militaires mobilisés aux côtés des agents des eaux et forêts, nous dit Louis-Philippe Sagna. La nécessité de régénérer des terrains de manœuvre a poussé l'armée de terre à s'engager dans un programme ambitieux de reboisement. Après Kolda, Mont-Roland, dans la région de Thiès, a accueilli près de 2000 militaires en compagnie d'agents des eaux et forêts. Au total, 5000 arbres ont été plantés. Cette année, on a insisté et mis l'effort sur les cantonnements et les sites d'entraînement qui d'habitude
sont dégradés par les activités d'entraînement. Donc il était normal que les armées prennent l'initiative pour essayer de régénérer en fait les forêts, aujourd'hui notamment la forêt classée de Pout, et permettre de contribuer à la protection de l'environnement. Cette prise de conscience est bien perçue par les frères d'armes qui s'activent au quotidien dans la préservation de l'environnement. Nous sommes à l'heure aujourd'hui des changements climatiques. Et justement, ce gaz, ce CO2 qui est à l'origine en grande partie au changement climatique, ce gaz est consumé par les forêts. Donc l'armée nationale, en préservant, en protégeant nos forêts en Casamance, l'armée nationale, en reboisant nos forêts ici à Thiès, est en train de jouer sa partition dans cette lutte contre les changements climatiques. Dans la même veine, l'armée de l'air s'est dotée d'un jardin botanique. Le slogan « Un aviateur, un arbre » a été concrétisé. L'aviateur fait partie aussi des plus grands pollueurs dans la mesure où les avions donc dégagent du monoxyde de carbone qui donc détruit l'environnement, surtout la couche d'ozone. Donc c'est une excellente idée de pouvoir donc planter des arbres pour lutter contre donc ce réchauffement climatique. Maintenir la pollution en deçà de 2 degrés, c'est le vœu le plus cher. Ici, tous veulent respirer de l'air pur. C'est parti pour un jardin botanique bien fourni. L'armée de l'air compte se donner à fond dans cette lutte contre le réchauffement climatique. La loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Propos du garde des Sceaux, ministre de la Justice, suite au cas de meurtre noté ces derniers jours. Invité de l'émission Point de vue, Maître Sidiki Kaba soutient que l'État ne faiblira pas donc dans sa volonté d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Voici le ministre de la Justice. Il faudrait se rassurer. On peut pour ça et là, selon des moments, voir monter une certaine insécurité. Mais elle est cernée. Ce qui est important dans un État, lorsque des citoyens s'adonnent alors à violer la loi et à s'en prendre à l'intégrité physique de leurs concitoyens, que nul n'en ignore que la loi va s'appliquer. C'est-à-dire que ceux qui sont les présumés responsables de ces crimes et délits répondront devant la justice. C'est cette affirmation que je voudrais faire et que sur ce plan-là, l'État ne faiblira pas dans sa volonté de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent avoir la sécurité, la tranquillité, la protection nécessaire qui leur permet de pouvoir vaquer à leurs affaires. Le coup d'envoi du concours d'agrégation de médecine 2016 sera donné demain lundi à l'UCAD. Une semaine d'épreuves non-stop pour les candidats. Comment va se dérouler ce prestigieux concours du CAMES? Quelle est la composition du jury et combien de candidats seront-ils? Élément de réponse avec Koumba Diakhatemar. Au total, 201 candidats au concours d'agrégation de médecine 2016. Ils voudront tous obtenir ce grade qui consacre toute une carrière et cela passe forcément par une longue et rude préparation. On le prépare depuis pratiquement notre passage au Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le roi du Maroc est arrivé en début de soirée dans la capitale sénégalaise. Accueilli par le président Macky Sall, Sa Majesté Mohamed VI entame ainsi une visite de travail et d'amitié qui s'inscrit dans la longue tradition des relations entre Rabat et Dakar. Un déplacement qui intervient dans un contexte où le Maroc célèbre ce 6 novembre la marche verte qui a été lancée par le roi Hassan II. Le roi Mohamed VI va donc prononcer le discours commémorant cet événement, une première dans un pays étranger. Et puis notre focus en prélude au concours d'agrégation du CAMES dont le coup d'envoi est prévu demain à l'UCAD. On s'intéresse au mode de fonctionnement de ce prestigieux concours, mais aussi à la préparation des candidats sénégalais qui ambitionnent d'obtenir de bons résultats. Dans notre série, on s'intéresse aujourd'hui à la santé militaire
militaire. Un volet important est consacré au secteur. L'armée se distingue dans la prise en charge des blessés de guerre, mais aussi des malades civils. Des opérations qu'elle mène avec succès, car ayant une bonne formation à l'école de santé militaire, focus sur ce creuset d'excellence dans cette édition. Et puis la rubrique découverte nous conduit ce soir à Seddo Sebbe, en village Wolof au cœur du Fouta. Dans cette localité vieille de 5 siècles, beaucoup d'infrastructures de base sont réalisées par les habitants du village. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, est arrivé en début de soirée dans la capitale sénégalaise pour une visite d'amitié et de travail. À son arrivée,